J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Aujourd'hui, Dubiscuit se penche sur la situation des journalistes réfugiés en France. Salut Martin. Salut Rémi, avec notre invitée Darline Cottière, directrice de la Maison des journalistes, nous verrons comment la France accueille des professionnels du monde entier et comment, grâce à eux, des opérations d'éducation aux médias et à l'information sont proposées dans toute la France. La séquence médiatique abordera le thème des réseaux sociaux et de son apport au mouvement de contestation. Éléments de surveillance et de mise en cause politique d'un côté, Twitter et Facebook se révèlent de l'autre côté régulièrement comme des outils de protestation simples et efficaces, comme en Iran en 2009. Dubiscuit reviendra sur 3 ressources de vérification des faits. Nous analyserons le travail des observateurs de France 24 et de l'Obs, de l'AFP Factuel et de Check News. Et nous verrons comment les utiliser pour évoquer la thématique des fausses informations. Nous vous présenterons également les atouts de RFI avec RFI Savoir. Un service dédié à la pédagogie, à l'apprentissage du français et à une meilleure compréhension du journalisme et des médias. La presse étrangère est désormais bannie des manifestations de l'opposition, alors les Iraniens s'improvisent reporters. Dans la foule, des centaines de téléphones portables filment l'événement pour alerter le monde. Le régime islamique a très vite vu le danger et réagit. Coupure de réseau, censure d'Internet. Dans ce cybercafé de Téhéran, impossible d'accéder à certains sites étrangers. Le but du régime, c'est d'empêcher les gens de communiquer. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que les gens y arriveront de toute façon. Les Iraniens se jouent de la censure grâce à des sites comme Twitter. Il permet d'envoyer des messages très courts, quasiment en direct, à des milliers de personnes dans le monde entier. Dans le journal de 20h de France 2, ce 17 juin 2009, on évoque le rôle de Twitter dans la protestation qui est en train de monter, une espèce de révolution qui ne dit pas son nom mais qui va aboutir à une forte répression, à aussi la mise en avant de messages progressistes, une mobilisation qui s'est largement faite sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Et est-ce que ces réseaux sociaux ont eu un rôle dans les autres révolutions arabes ? Oui, puisque un an après, c'est le Maghreb ou la Méditerranée qui s'enflamme, qui va, avec la population, chasser un certain nombre de dictateurs, notamment M. Ben Ali en Tunisie. Et là aussi, on peut voir le rôle de ces réseaux sociaux ou le rôle d'Internet, puisque la difficulté, c'est que, on l'a entendu dans le sujet de France 2, tout de suite, les États vont mettre une censure, vont surveiller. Donc ces réseaux sociaux sont à la fois une superbe chose pour pouvoir s'organiser, communiquer, parfois grâce aussi à des messageries cryptées à côté. Et puis, c'est aussi un objet de surveillance qu'il ne faut pas négliger. Dans la révolution tunisienne, par exemple, Lina Ben Mehdi est une blogueuse qui est décédée récemment et elle a un blog qui s'appelle A Tunisian Girl. C'est la première blogueuse à aller à Sidi Bouzid. C'est dans cette ville qu'un vendeur de rue s'est immolé par le feu et ce qui a mis le feu aux poudres à la Tunisie. Lina Ben Mehdi, elle va véritablement utiliser ses réseaux sociaux pour se faire connaître son combat et elle n'est pas seule. On a vu également qu'en France, par exemple, Rémi, sur ce qu'on a appelé, nous les journalistes, le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, il y avait énormément de groupes de Gilets jaunes, de personnes en colère, de personnes qui se sentaient invisibles dans les médias, qui ont utilisé Facebook pour se retrouver, pour recréer de la discussion, du lien. Donc chacun à son niveau peut utiliser les réseaux sociaux, mais évidemment, plus on les utilise, plus ils vont être surveillés ou censurés. Et c'est là aussi où il faut avoir un œil averti et aiguisé sur cette question pour ne pas laisser faire ces pays, ces grandes plateformes, qu'il n'y ait pas une forme de censure sur les réseaux sociaux qui s'instaure. Martin, on va découvrir avec notre invité du jour, qui est Darline Cottière, la Maison des journalistes.
Oui, Darline Cottière, c'est la directrice de la MDJ, la Maison des journalistes. Quand on parle de liberté d'expression, de censure, on pense souvent au travail de Reporters sans frontières, RSF, mais on connaît peut-être moins la MDJ, la Maison des journalistes. Darline Cottière, sa directrice, nous présente cette structure associative. Depuis la création de la maison, en 2002, nous avons accueilli 400 journalistes. Quand on parle de journalistes, donc c'est journalistes presse écrite, radio, télévision. Mais depuis quelques années, on a de plus en plus de blogueurs qui font partie du métier, donc qui font un travail sur le terrain assez important. On a beaucoup de photoreporters également. Ces professionnels viennent de 70 pays, donc depuis 2002, et à chaque fois, les pays d'où sont originaires les journalistes défraient la chronique en matière de répression, ou bien ce sont des pays qui sont indexés par rapport à la situation des droits humains, enfin au respect des droits humains et par rapport aux conflits également dans le monde. Donc on a des journalistes qui viennent du Yémen, qui viennent de Syrie, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de pays africains, qui viennent d'Asie. Il y a des pays qui sont toujours représentés, mais il y en a d'autres qui défraient moins la chronique, enfin, mais qui sont enfin, dans ces pays-là, c'est très compliqué pour les journalistes d'exercer leur métier libre. Fondée par la journaliste Danielle Ohayon et par le réalisateur Philippe Spinot, la Maison des journalistes a accueilli de très nombreux professionnels depuis sa création. Oui Rémi, en 2019, ce sont pas moins de 29 journalistes qui ont été hébergés à la MDJ. À chaque fois, on a des histoires complètement différentes, des profils très singuliers. On peut voir des blogueurs, comme nous l'a expliqué Darline Cottière, la directrice, qui sont de plus en plus présents dans la Maison des journalistes parce qu'ils sont de plus en plus poursuivis. Ça reste, là comme on en parlait avec l'exemple iranien, ça reste un moyen de protestation. Mais la MDJ, ce n'est pas que ça. La Maison des journalistes accueille aussi les familles des journalistes, va mettre en place des formations, des procédures pour pouvoir acquérir le statut de réfugié. Et puis, comme nous le dit sa directrice, la MDJ offre un certain nombre d'accompagnements. On a déjà un volet social dans l'action de la Maison des journalistes parce que l'idée, c'est d'accompagner ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont fui en catastrophe leur pays. Souvent, le départ se fait justement très rapidement. C'est pas un voyage qui est planifié où on se dit dans 6 mois, dans 1 an, je vais m'installer dans un autre pays avec un objectif professionnel ou autre. C'est pas le cas. Donc, ce sont des gens qui ont connu une rupture sociale, professionnelle. Donc, quand ils arrivent en France, donc il faut être logé, il faut entreprendre des démarches administratives en vue de la reconnaissance du statut de réfugié politique. Donc c'est ce à quoi on s'emploie au quotidien pour le volet social, bien évidemment. Donc c'est une aide matérielle, donc c'est un hébergement, donc une chambre individuelle, sécurisée, des espaces communs, une salle de travail leur permettant de continuer justement à publier pour ceux qui le souhaitent, et aussi un accompagnement vers l'insertion. Parce que on arrive en France, donc déjà il faut que le statut de réfugié leur soit reconnu, et il faut aussi qu'ils puissent avoir les bons contacts pour pouvoir pour s'installer ou s'insérer dans la société d'accueil. On a des cours de français pour les non-francophones parce qu'on a énormément de non-francophones, bien évidemment. Ça, c'est un volet très important aussi de notre action parce qu'on ne peut pas envisager l'insertion socio-professionnelle de personnes qui ne parlent pas le français sans surmonter cette barrière de la langue. Mais les activités de la MDJ ne se résument pas qu'à cela, même si c'est déjà beaucoup. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est aussi pour le dispositif Renvoyé spécial. C'est des opérations de sensibilisation et d'éducation aux médias auprès de la jeunesse. Faire découvrir d'autres pratiques journalistiques aux jeunes et faire comprendre aussi que dans certains pays, ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression, la liberté de la presse n'est pas respecté et que même dans des pays démocratiques, il faut rester vigilant par rapport à ces questions, par rapport à cette valeur. Et donc, c'est très important pour nous parce que ça répond à un vrai besoin.
On l'a vu après les événements malheureux qu'a connu la France, que ça soit Charlie Hebdo, que ça soit l'attaque du 13 novembre. On a vu que les enseignants et les éducateurs, ils étaient pour la plupart déboussolés quand il s'agissait d'aborder des questions relatives à la liberté d'expression aux jeunes. Et on s'est rendu compte aussi que ces principes fondamentaux, ces valeurs qu'on pensait être acquises en France, ne le sont pas véritablement, et que les jeunes peuvent être perdus, enfin sont en perte de repère par rapport à ces questions-là, par rapport à ces problématiques. Et le fait justement d'avoir un journaliste étranger, quelqu'un qui a une autre expérience, quelqu'un qui a vécu la répression dans sa chair, ça c'est l'élément humain aussi qui est très important. Donc ça permet de mieux ouvrir le dialogue avec les jeunes sur ces questions-là. Pour retrouver toutes les informations sur l'opération Renvoyé spécial et les infos relatives à la MDJ, rendez-vous sur le site www.maisondesjournalistes.org. Une autre thématique du jour, Martin, c'est la vérification de l'info avec quelques références et des conseils à retenir. C'est un sujet qui est inépuisable, la vérification d'infos, comme on le dit en bon français, mais comme on le dit souvent en anglais, le fact-checking. Ici, on voulait mettre en lumière l'offre de vidéos et de conseils qu'on trouve sur Internet, parce que ceux qui en parlent le mieux, ce sont ces vérificateurs d'infos qui font pas mal de pédagogie autour des outils qu'ils utilisent, et puis des conseils, les quelques conseils de bon sens parfois, mais aussi un peu plus approfondis qui nous permettent, à nous journalistes, mais surtout à vous, auditeurs, lecteurs, consommateurs des médias, de mieux comprendre comment on fait l'info et comment on peut la vérifier. Sur le site AFP Factuel, vous avez la recette d'un fact-checking réussi. Remontez à la source, regardez les images. Vous verrez, il y a tous les conseils en ligne. On peut parler à la fois de la recherche inversée de Google, mais aussi d'autres façons de travailler, par exemple avec Google Maps. Tout cela est résumé dans le fact-checking par l'AFP sur le site AFP Factuel. Les observateurs de France 24, la réunion des rédactions de l'Obs et de France 24 a mis en ligne le guide de vérification, et là c'est tout en vidéo, comment vérifier une photo, comment vérifier une image sur son smartphone, comment vérifier une vidéo, pourquoi le cadrage parfois peut poser problème. Voilà, il y a des études de cas, c'est très bien fait, très pratique, assez ludique. Ça nous permet de révéler quelques manipulations sur les réseaux sociaux et sur la vidéo. Et enfin, le service de Libération qui s'appelle checknews.fr, qui était d'habitude, qui avait commencé en fait sa vie sous forme de vérification. Et puis maintenant, on a un peu changé du côté de Check News, et tant mieux, ça fonctionne bien. En fait, tout le monde peut poser des questions sur le site de Check News. Le grand public va pouvoir les sélectionner, mais la rédaction de checknews.fr va les sélectionner aussi un certain nombre de questions. Ils vont essayer d'y répondre. Aujourd'hui, on en est à plus de 4500 questions qui ont trouvé des réponses sur le site de Check News. Donc si vous voulez vous amuser un peu, en famille, entre amis, avec un groupe d'enfants ou d'adultes, vous pouvez préparer des questions, les poser sur Check News. Si vous êtes sélectionné, vous aurez une réponse en ligne, et Check News va nous expliquer à chaque fois le mode d'emploi qu'ils ont mis en pratique pour vérifier cette information. Et ça, c'est toujours intéressant parce que, maintenant, on va le redire encore une fois, Rémi, c'est quand même à nous d'aller faire ce travail, de rentrer en action pour mieux comprendre l'information et ne plus la subir. Mieux comprendre le jargon journalistique, découvrir les subtilités de la langue française et parler d'actualité, voilà certains des objectifs du service de RFI. RFI Savoir, comment pouvons-nous l'utiliser ? Alors Rémi, à l'image de France Info Junior, par exemple, cette chronique qu'on retrouve quotidiennement sur France Info et qui va s'adresser à hauteur d'enfants aux plus jeunes pour parler d'actualité, eh bien ici, RFI s'adresse aux adultes. Oui, ça paraît banal, mais parfois, il y a besoin d'expliciter un peu plus les termes, les mots, le jargon, comprendre pourquoi en France, dans cet univers de la francophonie qui est assez varié, mais pourquoi en France, quand on utilise tel mot, ça veut dire telle chose, quelles sont les références, les connotations. Il y a besoin de cette explication, et avec RFI Savoir, eh bien, on va trouver des manières de s'informer,
s'informer, plus facile peut-être, et puis aussi le service de RFI en français facile qui nous permet avec un journal d'actualité de comprendre l'actualité avec des mots plus simples. C'est pas du simplisme du tout, mais par contre ça permet à beaucoup plus de gens de comprendre et de traiter l'actualité. Et quelles sont les difficultés lorsqu'on s'adresse à un public d'adultes dans des activités d'éducation aux médias ? Alors, ce sont les mêmes que l'on rencontre dans toutes sortes d'activités dès qu'on s'adresse aux adultes. Il faut comprendre que les adultes ont déjà l'esprit critique, leur opinion qui est plutôt bien forgée. Ils vont pouvoir argumenter, défendre leurs idées. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que là, on va rentrer dans du débat véritablement construit et constructif. Et puis, il faut savoir aussi que les adultes, il y a toujours quelqu'un dans l'Assemblée qui est meilleur spécialiste que nous sur le sujet dont on parle. Quelqu'un parce que c'est sa passion, parce que c'est son travail, et ça nous apporte aussi beaucoup, parce que parfois on nous dit là vous faites un raccourci, là c'est beaucoup plus complexe que ce que vous dites. Donc il faut pas tomber dans le simplisme d'essayer de niveler toutes ces erreurs, tous ces constats compliqués, mais il faut plutôt être là, bienveillant, à l'écoute, parfois défendre aussi ses arguments et son point de vue, mais ne pas avoir peur de tomber dans le débat. On va pas être, nous, journalistes dans l'éducation aux médias et à l'information, que ça soit en famille ou que ça soit en médiathèque, par exemple, avec des ateliers d'adultes. On ne sera pas là pour dire il faut lire tel journal, il faut s'informer de cette manière-là, mais plutôt d'élargir le spectre des sources, des connaissances de chacun et, encore une fois, essayer de remettre au centre l'acteur, le consommateur de l'information pour qu'il puisse tout simplement s'y retrouver dans cette infobésité, dans ce labyrinthe de l'info, et puis nous apporter de temps en temps une petite contestation, une critique, et ça fait toujours, c'est toujours quelques pics qui permettent de repenser à nouveau notre métier. C'est tout pour cet épisode du Biscuit. Merci Martin. Eh oui, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. On a été très complet aujourd'hui. On vous rappelle avec Martin que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Salut à tous. Salut Rémi. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.